Bon samedi soir tout le monde et bienvenue à cet autre épisode de Santé sans censure dans un horaire un peu différent. Comme je l'avais annoncé, j'ai dû reporter le Santé sans censure d'hier soir, vendredi soir, à ce soir exceptionnellement en raison d'un contretemps. Donc, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous présenter l'émission de ce soir. Ça fait un bout de temps que je voulais aborder cette thématique. En réalité, depuis l'été dernier, lors de mon passage au Québec, j'avais déjà noté un certain, euh, un certain alourdissement de l'humeur des Québécois, si je peux exprimer ça ainsi, et avec le manque de luminosité que j'observais déjà au mois de juin. On sait que le mois de janvier, le mois de février, c'est toujours un petit peu plus difficile du côté justement de la dépression, de l'anxiété en raison de la baisse de luminosité qu'on subit au Canada, du manque d'exposition à la vitamine D. Si on rajoute à ça des facteurs géopolitiques, socio-économiques, on comprend bien que c'est une année particulièrement difficile. Donc, j'avais prévu le coup, je vous en parle, ça fait déjà plusieurs mois. Je vous ai parlé aussi beaucoup de stress post-pandémique. Et donc, ce soir, je vais vous parler de la grande arnaque des antidépresseurs. Et je pèse bien mes mots. Vous savez que mes lives sont toujours pleinement documentés. Je ne mets plus les liens dans l'entête en raison de la censure des Big Tech. Vous connaissez l'histoire. Donc, les membres de mon membership ont accès aux documents de recherche, les documents que j'utilise pour produire mon contenu. Alors, pour ceux qui seraient nouveaux, parce que j'imagine que c'est un sujet qui vous interpelle et que vous allez partager, mon nom est Chantal Dumas, je suis naturopathe agréée, formée en anthropologie médicale également, et c'est à chaque semaine que je vous retrouve pour un nouvel épisode de ce webcast dont je suis la productrice et l'animatrice, où je couvre toutes sortes de thématiques entourant la santé globale de manière critique, scientifique et évidemment sans censure, c'est ma marque de commerce. Alors, ce soir, c'est un sujet particulièrement lourd. Je vais vous partager beaucoup de statistiques aussi parce que je veux vraiment que vous preniez conscience de la situation, de l'importance et de la gravité de la situation, que vous ne vous laissiez pas leurrer par euh, ce grand mensonge, cette grande arnaque et cette solution apparemment facile que représente et que privilégie d'autres professionnels de la santé en termes d'antidépresseurs. Alors, sans plus tarder, on va rentrer tout de suite dans les statistiques. Alors, vous êtes peut-être une personne touchée par la thématique de ce soir directement ou indirectement, parce qu'en réalité, tous les Canadiens euh, à un moment donné ou à une autre de notre vie, on est touché, soit par une expérience personnelle ou celle d'un membre de notre famille, d'un ami ou d'une amie ou d'un collègue, par cette situation de santé mentale, par cette situation d'antidépresseur. Il faut comprendre que ce soir, je ne vise pas à faire du conseil médical. C'est une émission d'information, de divertissement, même si elle est pleinement référencée scientifiquement. Vous ne pouvez pas considérer ça comme un avis médical. Donc, je tiens à vous en faire part. Et si vous consommez présentement un antidépresseur, vous étiez sur le point de, je vous invite à faire appel à des professionnels de la santé compétents, à ne pas vous automédicamenter et à ne pas auto-sevrer vos médicaments. Alors, ceci étant dit, alors, comme je le disais, la maladie mentale nous touche tous directement ou indirectement, peu importe notre niveau d'éducation, notre revenu. Hein, des fois, on a tendance à associer la maladie mentale à certaines sous-classes de la société, mais les recherches nous démontrent que ce n'est vraiment pas le cas. Peu importe notre revenu, notre culture, mais par contre, c'est clair que les inégalités systémiques, comme par exemple le racisme, comme par exemple la pauvreté, la crise du logement, qu'on pourrait rentrer là-dedans, l'itinérance, toutes les formes de discrimination, la violence, les violences coloniales, hein, l'héritage qu'on a reçu historiquement parlant, euh, les différentes discriminations fondées sur le genre, par exemple,
peuvent atteindre la santé mentale des gens et aggraver des symptômes qui sont déjà là. Souvent, ce qui arrive avec cette question des inégalités systémiques, c'est qu'elles sont cumulatives. Par exemple, quelqu'un va être une personne racisée, ça va affecter son revenu, donc elle va vivre plus dans la pauvreté, des conditions de logement plus difficiles, en plus de subir de la discrimination sociale. Donc, il y a comme une superposition euh, des, des composantes de sa vie, des composantes systémiques en réalité. Même principe, quelqu'un qui aurait subi des traumatismes, de la violence durant son enfance. On a fait l'émission de vendredi dernier sur les événements traumatisants associés à l'enfance. On sait aujourd'hui qui sont reliés directement avec plusieurs problématiques de santé. Donc, si par exemple, on commence notre vie dans un milieu où il y a de la violence, de la négligence, qu'on subit déjà des traumas, c'est possible qu'on soit parti de la maison plus tôt, qu'on se soit retrouvé dans la drogue, dans la prostitution. Donc, on y a dans ces cas-là un cumul des composantes systémiques qui vont affecter euh, la réalité perçue par ces personnes et leur vie quotidienne. On s'imagine que quelqu'un qui vit dans la rue, qui a un problème d'itinérance, de drogue, probablement ne s'alimente pas correctement. Les déséquilibres au niveau des carences qu'on va subir dans notre alimentation, des carences au niveau de notre sommeil, tout ça va s'accumuler et va agir de manière à potentialiser un déterminant de la santé et un autre, et on va se ramasser avec des problèmes de santé mentale. Alors, évidemment qu'il y a eu une aggravation de la santé mentale, des problèmes de santé mentale chez les Canadiens euh, avec la question de la pandémie, mais déjà les statistiques avant la pandémie, on parlait qu'une personne sur 5 au pays va avoir personnellement des problèmes de santé mentale à un moment donné ou un autre de sa vie. Ça veut dire qu'en tout temps, il y a 20 de la population canadienne qui a un problème de santé mentale. Alors, dès l'âge de 40 ans, on parle de près de la moitié de la population qui aura eu ou qui a présentement un trouble de santé mentale. Donc, c'est quand même incroyable. Risque au long de notre vie, 20 mais les personnes de plus de 40 ans, on parle de 50 de la population qui vit présentement ou qui a connu un problème de santé mentale. Vous comprenez pourquoi les gens comme moi qui sommes à l'avant-scène sur les médias sociaux, on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de négativité, beaucoup d'agressivité, beaucoup de manifestations de ces problèmes de santé mentale parce que les gens cherchent des exutoires, les gens essaient de s'automédicamenter. Bon, on sait que pendant que tout était fermé au pays, les gens avaient encore accès aux pharmacies, donc aux médicaments prescrits, avaient accès au cannabis, avaient accès à l'alcool, et c'est à peu près tout ce que les gens pouvaient faire. Donc, vous imaginez, déjà, les gens vivaient des stress comme on n'a jamais connu dans notre histoire, et les seules portes de sortie qu'il y avait, ben, c'était l'automédicamentation ou à peu près. Donc, en termes de dépression majeure, on parle, on va chez le médecin et on a un diagnostic. Ça, c'est pour les gens qui se rendent chez le médecin. On parle de 5,4 de la population globale et pour la dépression et 4,6 au niveau des troubles anxieux. Selon moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé que ça, mais il y a toutes sortes de raisons politiques pourquoi on a avantage de présenter ce genre de chiffres. Vous savez, quand on fait une étude clinique et qu'on choisit un bassin de population, encore là, on peut choisir où on va aller piéger nos représentants. On peut très facilement manipuler les résultats d'une étude clinique. Ça ne veut pas dire qu'on a faussé les résultats, mais ça veut dire qu'on a manipulé les personnes qu'on a pris au point de départ pour atteindre les résultats qu'on voulait atteindre. On parle d'1 de la population qui a des troubles bipolaires et un autre 1 qui est touché par la schizophrénie. Les troubles du comportement alimentaire, c'est une autre catégorie en augmentation parce que vous comprenez bien qu'avec, encore une fois, la présence sur les médias sociaux, les photos sur Instagram et tout ça, on a une grande, grande, grande détérioration de la santé mentale, particulièrement des jeunes filles, et donc des troubles alimentaires suivent avec ça parce que
on veut atteindre une certaine image. Donc, on parle d'environ 1% de la population. Mais là, si on ramène ça chez la proportion des jeunes filles, c'est un nombre excessivement élevé de jeunes filles qui ont des troubles alimentaires. Je parle de jeunes filles parce que c'est 10 filles pour un garçon qui est touché par les troubles alimentaires, bien que on remarque que toute cette question des troubles alimentaires, des chirurgies esthétiques, avec justement la croissance des médias sociaux, il y a de plus en plus d'hommes qui sont touchés par ça, mais ça reste encore que c'est 10 fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Et ce qu'on doit savoir, pourquoi on doit se préoccuper des problèmes de comportement alimentaire, c'est que ce sont le type de problème mental qui va générer le plus haut taux de mortalité parmi toutes les maladies mentales. Alors, on serait porté à croire, si on n'avait pas les chiffres, que ça serait peut-être la dépression qui pourrait mener à des suicides ou qui pourrait amener à d'autres types de comportements à risque. Mais ce que les chiffres nous démontrent, c'est que ce sont les troubles du comportement alimentaire, donc on parle d'anorexie, boulimie, qui vont générer le plus de décès. Ensuite, on a évidemment les troubles d'utilisation des substances. On a parlé d'automédication, médicamentation, qui vont toucher 6% de la population, mais selon moi, encore là, la réalité est beaucoup plus élevée que ça. Souvent, ces études-là sont faites sur des populations de manière subjective. On demande à la personne si elle a un problème d'alcool, un problème de consommation de cannabis. En 26 ans de pratique clinique, à chaque fois qu'on parle de ça, les gens disent toujours « Non, non, je peux arrêter quand je veux ». C'est d'ailleurs un des signes des personnes qui ont des troubles d'addiction, c'est de penser qu'elles peuvent contrôler leur addiction. Alors, lorsqu'on dit qu'il y a 6% de la population qui est affectée, ben, si on a fait une étude subjective, on a demandé aux gens, avez-vous un trouble de consommation? C'est pas étonnant qu'on se retrouve avec un chiffre comme 6%. Alors, pourquoi la santé mentale, c'est tellement important? Pas juste parce que ça détermine le climat dans lequel on évolue, mais c'est parce que dans un nombre quand même important de cas, ça va culminer par, tristement, un suicide. En 2019, on avait 4012 personnes au Canada qui se sont enlevées la vie. Ça peut sembler pas tant, 4000 sur la population canadienne, mais en réalité, c'est 12 personnes par jour. Donc, à chaque journée, il y a 12 personnes au Canada qui s'enlèvent la vie. Ça, c'est ceux, encore une fois, où on va déterminer que c'était réellement un suicide. Mais par exemple, une personne qui a commis un suicide par accident d'auto, elle passe probablement sous le radar. Hein? Donc, ça veut dire qu'il y a des chiffres qu'on n'a pas. Une overdose qui peut avoir l'air d'être un accident, mais ça peut très bien être un suicide aussi. Donc, ça pour dire que le 4000, c'est probablement encore là un chiffre qui est sous-estimé. Au Québec, on est la province canadienne où il y a le plus de suicides. Est-ce que ça vous surprend? En 2021. Donc, j'étais très contente parce que j'avais fait une émission de radio en 2022, au début de 2022, où j'avais parlé de cette thématique et je n'arrivais pas à avoir aucun chiffre post-pandémique ou durant la pandémie. Et là, j'ai pu obtenir des chiffres au moins pour 2021. Bon, on s'imagine que c'est pas au début de la pandémie que les gens ont commis des suicides, c'est probablement un peu plus tard, mais au moins, on a un peu de cette pointe de l'iceberg. Donc, en 2021, 1031 suicides sont survenus au Québec, ce qui veut dire 3 suicides par jour. Alors, je vous ai dit qu'en 2019, il y en avait 4000 au niveau canadien. Donc, des 4000, il y en a 1000 qui sont survenus au Québec. Vous imaginez comme c'est dramatique, mais quand on pense que c'était chez nous que les mesures étaient les plus drastiques, on peut aussi établir des corrélations. Donc, le suicide est la 8e cause de décès au Québec. Et ce qui est vraiment traumatisant, c'est que ça survient beaucoup chez nos jeunes. Donc, le taux de suicide est 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Les femmes font souvent plus de tentatives de suicide, mais les hommes, ils vont par des moyens plus drastiques. Les filles et les jeunes femmes sont 3 fois plus susceptibles de se mutiler et d'être hospitalisées pour automutilation. Donc,
c'est difficile. L'impact de la pandémie, évidemment, n'a pas aidé sur les cas de suicide. On dit que les adultes au Canada ont connu une augmentation des idées suicidaires pendant la pandémie. Avant la pandémie, en 2019, 2,7 des adultes canadiens ont déclaré avoir des idées suicidaires. Encore là, ça, c'est ceux qui osent le dire. Et au printemps 2021, ce pourcentage avait doublé pour atteindre les 4,2 Donc, quand on parle des augmentations du double des idées suicidaires, encore là, chez les gens qui les admettent, on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas avec la santé mentale des Québécois et des Canadiens au sens plus large. Je vais vous parler de la santé mentale des jeunes parce que c'est un sujet qui me touche énormément. J'ai un nombre record d'adolescents dans ma pratique clinique depuis les 2 dernières années parce que les parents me les réfèrent. Il faut comprendre que les jeunes, entre être abreuvés de toutes sortes de brainwashing sur la question de l'identité du genre, il y a tout ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Hein. On leur dit que la planète est en feu sur le point d'ébullition et que c'est de notre faute. On les a privés de leur graduation dans certains cas, on les a privés de faire du sport, on leur a dit que les autres étaient des porteurs de virus, donc l'autre devenait quelque chose de dangereux. Il y a plein de jeunes qui ont des phobies sociales. Ils se sont tournés aussi beaucoup vers l'automédication, les jeunes, cannabis, vapoteuses et compagnie. Donc, la santé des jeunes ne va pas bien. Je vous en ai parlé dans un live où j'ai parlé spécifiquement de ça. Mais en termes de santé mentale, le suicide, c'est la deuxième cause de décès chez les jeunes et les jeunes adultes de 15 à 34 ans. La deuxième cause de décès chez nos jeunes, c'est le suicide au Canada, un pays où tout le monde à peu près a à manger et où se loger. Nos jeunes meurent parce qu'ils s'enlèvent la vie. En 2021, selon la dernière enquête québécoise sur la santé de la population, 11 des adolescents de 15 à 19 ans et 6 des jeunes femmes de 20 à 34 ans mentionnent avoir eu des idées suicidaires sérieuses. C'est presque 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Donc, on a parlé tantôt des chiffres qui avaient augmenté à 4 chez nos jeunes. On parle de 11 chez les ados et de 15 à 19 de 15 à 19 ans et de 6 chez les jeunes de 20 à 34 ans. Donc, c'est plus que le double que la moyenne de la population. Donc, nos jeunes pensent régulièrement au suicide. C'est grave, c'est sérieux comme problématique et il va falloir qu'on regarde qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Parce que vous allez voir que la solution, c'est pas de les envoyer se balader chez le médecin et de les faire s'enfiler un antidépresseur. Peut-être que ça vous permet à vous de calmer votre anxiété, de savoir que votre jeune prend un antidépresseur, mais quand vous allez savoir que ça ne fait pas ce que c'est supposé faire et que ça peut même aggraver le risque de passer à l'acte pour les suicides, bien, vous allez comprendre qu'il va falloir qu'on se donne les moyens comme population. Donc, au Canada, seulement un enfant sur 5 reçoit les services de santé mentale appropriés. Et ça, c'est la vraie problématique. Rappelez-vous, durant la pandémie, lorsque des professionnels en santé mentale ont fait appel à notre cher gouvernement Legault pour lui dire, on remarque qu'avec l'école à la maison, les jeunes qui peuvent plus faire d'activité, une augmentation de la détresse psychologique chez nos jeunes. Et quelle a été la solution de Legault? Donner du counseling et du coaching en ligne. Ils sont déjà enfermés en ligne toute la journée à supposément apprendre, alors qu'on sait que l'apprentissage en ligne, ce n'est pas efficace, ça ne fonctionne pas pour une majorité des gens. Eh bien, on va leur donner, en plus de ça, encore plus d'heures d'écran en leur faisant faire du coaching en ligne. C'est ça, la solution que propose notre gouvernement. Même si le suicide, c'est la deuxième cause de décès la plus importante chez nos jeunes, il y en a juste 1 sur 5 qui reçoit l'aide psychologique dont il a besoin. Mais pour prescrire des antidépresseurs, ça, il n'y a pas de problème. Les augmentations des ventes vont très, très, très bien. Mais maintenant, il faut voir est-ce que ça fait la job. En termes de coûts, qu'est-ce que ça représente? Les coûts directs des maladies mentales sur le système de santé canadien et le système de services sociaux a été estimé, savez-vous combien?
à 80 milliards de dollars pour l'année 2021. 80 milliards de dollars en 2021. 80 milliards. Ça, c'est la partie sur le système de santé. À part de ces 80 milliards, il y a 950 millions, donc presque un autre milliard, qui est dépensé pour le soutien en psychologie en pratique privée. Donc, les Canadiens dépensent presque 1 milliard de dollars en services de psychothérapie, malgré qu'on se fait prélever une partie importante de nos salaires en impôts pour payer supposément nos soins de santé. On est juste foutu de donner de l'aide psychologique à un jeune sur 5 et on est obligé de dépenser de notre poche. De cet argent, bon, évidemment, il y a des gens qui ont des assurances, mais il y a au moins un 30 qui sort directement de la poche des Canadiens et des Canadiennes. Alors, comment ça se fait qu'on a tellement de problèmes de santé mentale? L'explication officielle, c'est que les maladies mentales sont causées par une interaction complexe de facteurs génétiques, biologiques, environnementaux et des traits de la personnalité. On nous parle, par exemple, d'événements traumatisants. Alors, finalement, là, ça, c'est une grande phrase qui ne veut rien dire. Hein? D'interaction complexe de facteurs, il y a de la génétique, il y a de la biologie là-dedans, il y a des facteurs environnementaux, il y a des traits de personnalité, des traumas. Bon, peut-être parce que tu viens d'une famille plus pauvre, tu viens d'une famille où la dépression passait de génération en génération, mais finalement, personne ne se pose trop de questions. On fait juste prescrire de plus en plus d'antidépresseurs dont l'efficacité est loin d'être démontrée, mais c'est ça notre solution. Donc, on augmente les ventes de médicaments. Ça fait l'affaire, évidemment, de Big Pharma. Prenez une pause, là, puis pensez à ça pour un instant. Qui ont été les réels gagnants durant la pandémie? Parce que, en plus d'avoir vendu des injections à tout le monde, je viens de vous montrer qu'on a augmenté les prescriptions d'antidépresseurs. Les augmentations sont mur à mur à travers la province, dans toutes les régions de la province et dans tous les groupes d'âge. La consommation d'antidépresseurs a augmenté d'au moins 20 durant la pandémie. Elle a augmenté le plus chez nos adolescents. Et l'augmentation chez les adolescents, savez-vous, elle est de combien? Eh bien, dans certaines régions du Québec, comme le Grand Nord, on parle de 72 d'augmentation de la consommation des antidépresseurs. On parle de 53 pour le nord du Québec et on parle de 52 pour les régions du centre du Québec et du Québec. Donc, on a doublé les prescriptions d'antidépresseurs chez les jeunes. Et malgré ça, le suicide demeure la deuxième cause de décès chez nos jeunes. Mais il n'y a personne qui est foutu de faire une étude pour nous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que vous pensez que ça a fait, l'isolement, les couvre-feux, sur la psychologie de nos jeunes? On sait l'être humain est une bête sociale. On a besoin de nos contacts humains. Puis à l'adolescence, encore plus qu'à n'importe quel moment de notre vie, c'est la période où on se décolle de nos parents puis on s'identifie à nos pères. Donc, quand on est privé de faire ça correctement, c'est sûr qu'il y a un raté. Et quand je vous ai fait le live sur la génération sacrifiée, je vous ai parlé de tous les impacts de ce qui s'était passé durant la pandémie sur la santé de nos jeunes, les changements au niveau de l'augmentation du diabète, de l'obésité, tous ces facteurs de consommation de drogue et tout ça. Un des facteurs importants que personne n'est foutu d'adresser, vous allez voir pourquoi après. Par exemple, le trouble affectif saisonnier. Le Canada est le 4e pays au monde où on consomme le plus d'antidépresseurs. Les autres pays, l'Angleterre, Iceland, l'Islande, des pays nordiques, des pays où il n'y a pas de lumière. Pourquoi? Pourquoi on ne fait pas une recherche sur cette thématique? On pourrait dire aux gens, procurez-vous des lampes pour faire de la luminothérapie à partir du mois d'août, quand la lumière commence réellement à descendre de manière plus importante. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire le fameux changement d'heure? Il y a plein de pays qui ne le font pas. Ici en République dominicaine, on n'a pas de changement d'heure.
Vous savez comment c'est difficile à l'automne quand on commence à sortir du travail et qu'il fait déjà noir dehors? C'est extrêmement dur sur le moral. Donc, c'est 1 heure de plus de luminosité qu'on perd à tous les jours. Pourquoi on ne ferait pas une étude une année, voir si le taux de dépression est amélioré quand on ne fait pas de changement d'heure? Ça sert à quoi le changement d'heure? Ça sert à qui? Hein? Sauf peut-être à ceux, encore une fois, qui bénéficient que les Canadiens soient déprimés. Donc, le trouble affectif saisonnier, on a parlé des dépenses en santé mentale au Canada de 80 milliards de dollars par année. Est-ce qu'on ne pourrait pas offrir une petite lumière de luminothérapie qui coûte à peu près 200 dollars aux gens qui savent qu'ils ont une sensibilité au niveau de l'humeur, qui ont une sensibilité à ce manque de lumière? Et là, si vous pensez que ce n'est pas un vrai problème, le manque de lumière, eh bien, ce qu'on doit comprendre, c'est lorsque la lumière chute, on a une augmentation de notre taux de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui nous fait dormir. Alors, quand on a une augmentation du taux de mélatonine, on peut commencer à sentir une somnolence même dans la journée. Et parce que justement, il manque de lumière, c'est comme si on commence à produire notre mélatonine en trop grande quantité et trop tôt. Donc, on se sent comme sans énergie, on se sent lourd, on a envie d'hiberner, de manger des aliments lourds, des aliments réconfortants en raison de cette baisse de luminosité. Et la baisse, elle est bien réelle. J'ai consulté les chiffres de Météo Média. C'est vraiment génial, ce site-là. On a une compilation des statistiques des 30 dernières années qui est mise à jour annuellement. Donc, au mois de janvier, en moyenne, on a 101 heures d'ensoleillement pour tout le mois complet. Le pire mois, c'est le mois de décembre où on en a 80. Donc, vous savez qu'à Noël, on commence à rallonger un peu les journées. Donc, en janvier, on a 101 heures. Et en comparaison, au mois de juillet, on a 274 heures d'ensoleillement. C'est presque 3 fois plus. Alors, comprenez-vous l'impact que ça déjà a au niveau de notre humeur? Et selon les statistiques, on dit qu'il y a 16 à 18 des Québécois qui souffrent de troubles affectifs saisonniers. Donc, ça, c'est vraiment les gens diagnostiqués, à qui on va prescrire en général des antidépresseurs. Mais le fameux blues de l'hiver, ce sentiment d'être popote et tout ça, on dit que ça touche 75 à 80 de la population. Donc, encore une fois, on pourrait très facilement résoudre cette question du manque de luminosité en aidant les gens, peut-être même faire un crédit d'impôt, mais que les gens puissent se procurer ces fameuses lampes de luminothérapie. Aujourd'hui, c'est des toutes petites lampes qui sont auto-rechargeables. C'est pas comme avant, les grands trucs qu'on voyait en pharmacie qui avaient l'air des miroirs de maquillage professionnel. Là, c'est vraiment un tout petit truc. On le charge, on le met le matin pendant qu'on prend notre déjeuner, qu'on lit nos nouvelles et on débute avec 5 minutes et on fait une augmentation progressive. Et donc, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. Tout le monde peut faire ça, mais on n'en parle pas. Comprenez-vous pourquoi on n'en parle pas? Quand vous achetez une petite lampe qui vaut à peu près 200 $ et que vous l'avez pour au moins 10 ans, comprenez-vous que ce n'est pas payant pour Big Pharma? Comprenez-vous pourquoi on ne vous les donne pas, ces solutions-là, dans les médias mainstream et quand vous parlez à votre médecin? C'est pas payant. C'est pas payant. Une petite lampe de 200 $ que vous allez utiliser au moins 10 ans, c'est 20 $ par année. Combien ça coûte une prescription d'antidépresseurs? Ça coûte plus que ça tous les mois. Comprenez-vous pourquoi des gens comme moi, on n'est pas bienvenus dans les médias conventionnels? Parce que les médias conventionnels sont subventionnés en grande partie par Big Pharma et par Big Agro. Alors, quand on vous explique comment faire pour être en santé sans dépendre de Big Pharma et sans faire rentrer des milliards de dollars dans leur poche, eh bien évidemment, il y a un prêt payé pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de faire des émissions comme la mienne, de faire des émissions indépendantes où on dépend de votre bon vouloir pour nous appuyer économiquement en venant en consultation avec moi, en participant à mon membership, en vous procurant mes cours, parce qu'il faut bien qu'on gagne notre vie comme tout le monde, mais on ne peut plus travailler dans le corporatif. Moi, j'y ai travaillé pendant très longtemps, mais c'est devenu impossible avec la pandémie parce que, évidemment, dès qu'on expose la vérité,
on devient persona non grata et on paye le prix pour. Donc, personne ne vous parle de l'ensoleillement. On aime mieux vous prescrire des antidépresseurs qui ont des effets secondaires importants, dont le risque de suicide, plutôt que de vous parler de la luminothérapie, parce que, évidemment, ce n'est pas payant pour Big Pharma. Alors, ça, c'est un des premiers facteurs à considérer. Ensuite, évidemment, toute la question de la vitamine D, je vais vous donner quelques solutions naturelles plus avant dans l'émission, mais je veux revenir à la question de l'arnaque des antidépresseurs. Donc, déjà, vous comprenez que si on parlait du manque de lumière dont tout le monde est absolument conscient au Québec et qu'on se procurait des lampes, eh bien, ça aurait déjà un impact sur les antidépresseurs. Mais là, attendez de voir qu'est-ce qu'il y en est vraiment de ces fameux antidépresseurs. En 2020, les Québécois ont consommé plus de 525 millions de comprimés d'antidépresseurs. On parle d'une hausse de 7,3 par rapport à l'année précédente, qui était déjà en hausse par rapport aux années d'avant. Donc, imaginez, mettons qu'on va mettre ça à 10 pour faire facile, ça veut dire qu'on augmente de 50 millions de comprimés par année. Les antidépresseurs les plus vendus au Canada sont le Citralex, le Pristic, le Cymbalta et l'Effexor. De manière globale, je vous explique comment ça fonctionne. Ces médicaments sont des médicaments qu'on appelle des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine. Donc, d'abord, je vais vous expliquer comment ça marche la sérotonine. Je vais vous expliquer comment marche l'antidépresseur et après ça, vous allez comprendre pourquoi on parle de leur inefficacité et par quoi on peut les remplacer. Donc, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est fabriqué par notre corps. La sérotonine est fabriquée à partir des protéines qu'on mange dans nos aliments. Il y a différents acides aminés reliés entre elles qui donnent une protéine. Une de ces acides aminés s'appelle le tryptophane. Le tryptophane doit être converti en 5-hydroxytryptophane, qu'on abrévie par 5-HTP, et le 5-HTP est converti en sérotonine. Ultérieurement, la sérotonine peut être convertie en mélatonine, donc qui est l'hormone du sommeil. La sérotonine, historiquement, est associée à la bonne humeur, à la joie de vivre, à notre sociabilité. Donc, on a un petit peu sauté aux conclusions du côté médical conventionnel en disant, ben, si la sérotonine est associée à la joie de vivre, au sentiment de bien-être et tout ça, bien, quand on est déprimé, ça doit être parce qu'on a une carence en sérotonine. Alors là, évidemment, la logique médicale, ça serait de donner de la sérotonine, de donner un médicament qui est de la sérotonine. Le problème, c'est que la sérotonine, on ne peut pas prendre ça par voie orale parce que c'est filtré par la barrière hémato-encéphalique. On a une barrière qui filtre les substances qui arrivent à notre cerveau parce que c'est un moyen de protection de notre immunité pour pas qu'arrive n'importe quoi dans notre cerveau. Donc, la sérotonine ne peut pas arriver dans notre cerveau. Donc, les pharmaceutiques ont dit, OK, on ne peut pas fabriquer de la sérotonine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce qu'ils ont développé, c'est ces médicaments qui empêchent la sérotonine d'être dégradée. Parce que dans notre corps, je vous le dis souvent, on a une pédale à gaz, on a une pédale à break. Donc, notre corps est toujours en mode production, qu'on appelle l'anabolisme, et en mode destruction ou recyclage, qu'on appelle le catabolisme. Alors, il y a toujours un équilibre entre la construction et le recyclage ou la déconstruction dans notre organisme. Alors, ce sont des enzymes. Les enzymes, ce sont des substances dans notre corps qui performent toutes les réactions de notre organisme. Alors, une fois que la sérotonine a été utilisée, elle sert un petit peu comme un bâton de relais. On a des neurones, donc les cellules de notre système nerveux, on les appelle des neurones. À l'extrémité des neurones, il y a des dendrites et entre les deux neurones, il y a ce qu'on appelle la fente synaptique et la sérotonine, comme d'autres neurotransmetteurs, passe d'un neurone à l'autre dans la fente synaptique, s'en va dans l'autre neurone et ainsi de suite. Et c'est ainsi que dans une fraction de seconde, dans une milliseconde, le message va partir de notre cerveau pour aller vers les extrémités de notre corps et vice-versa. Donc, c'est vraiment comme une course à obstacles et le neurotransmetteur, qui est un messager chimique en réalité, un peu comme une hormone, est transféré d'un neurone à l'autre. Alors, ce que les pharmaceutiques ont dit, bon, bien, puisqu'on ne peut pas donner de la sérotonine, on va donner un inhibiteur du recaptage, donc de la destruction de la sérotonine. Alors, ce que le médicament fait,
c'est comme s'il empêche les enzymes de dégrader rapidement la sérotonine. Donc, si ton corps a fabriqué de la sérotonine, eh bien, le médicament va faire que la sérotonine va rester plus longtemps dans ton organisme. Donc, si la théorie de la quantité de sérotonine s'avérait exacte, eh bien, logiquement, si on garde la sérotonine plus longtemps dans le neurotransmetteur, on va avoir moins de carence, donc on va avoir moins de dépression. Ça, c'est la théorie derrière les faits. Maintenant, pour voir si cette théorie-là tient la route ou elle ne tient pas la route, vous vous doutez bien que si mon émission s'appelle Antidépresseur, la grande arnaque, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème dans le narratif, encore une fois. Donc, la logique, si c'était vraiment le manque de sérotonine qui causait la dépression, bien, le fait de la tenir en place, ça devrait aider. On est d'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais personne qui nous a prouvé que c'est le manque de sérotonine qui donne la dépression. Quand je vous ai dit quelles étaient les causes au début, c'est les causes officielles. Maladie mentale causée par une interaction complexe de facteurs génétiques, biologiques, environnementaux et des traits de la personnalité. Ils ne disent pas que c'est une carence en sérotonine. Pourquoi ils ne disent pas que c'est une carence en sérotonine? Parce qu'ils savent que ce n'est pas vrai. Parce qu'ils savent que ce n'est pas vrai. Mais est-ce que ça les empêche de vendre des antidépresseurs? Ben non. On l'a dit, combien de pilules qui ont été vendues au Québec? Attendez que je retrouve le chiffre. J'ai tellement de statistiques ce soir que j'en oublie mon latin. 525 millions de comprimés par année. On le sait que c'est pas vrai, que c'est associé au manque de sérotonine. Mais c'est bien trop payant pour arrêter d'en vendre, comprenez-vous? Puis là, je fais juste commencer à dépoussiérer l'histoire. Alors, c'est la théorie derrière les antidépresseurs qui sont des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine. Maintenant, il y en a qui ont un mécanisme, les taxons ont un mécanisme légèrement différent, mais le problème, c'est qu'il est associé notamment aux accidents cérébrovasculaires, donc il n'est pas tant prescrit que cela. Prescrit que cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire une personne sur 9 consomme des antidépresseurs. Les femmes sont affectées de façon disproportionnelle. Ben oui, parce que c'est connecté avec nos hormones. Mais ça non plus, on n'est pas foutu de tester les hormones correctement. Quand une femme arrive avec des symptômes au niveau de son humeur chez le médecin, si elle est en âge de la périménopause, techniquement, c'est à partir de 35 ans, on va peut-être, si elle insiste, lui passer un test d'hormones. L'ennui, c'est qu'on va lui faire un test sanguin. Au niveau sanguin, c'est 2,21 des estrogènes qu'on va tester. Parce que des hormones, c'est liposoluble, ça ne se promène pas dans le sérum qui est hydro. Hein? Donc, le test ne révélera rien au niveau du déséquilibre hormonal parce que ce n'est pas le bon test qu'on doit prendre pour tester les hormones. Et là, le médecin va dire, tout est beau, tes hormones sont correctes. Alors, si tu ne te sens pas bien, bien c'est sûr que c'est dans ta tête. Puis comme notre consultation, il faut qu'elle dure le moins de temps possible, mais ce que j'ai le temps de faire dans les 3 minutes qui restent, c'est de prescrire un antidépresseur. Puis comme ce que les médecins prescrivent, c'est comptabilisé dans les systèmes de pharmacie, hein, il y a un grand système au Québec, et les compagnies pharmaceutiques savent exactement quel médecin a vendu combien de prescriptions de Cipralex, de Pristic, de Cymbalta et d'Effexor. Et quand les médecins ne prescrivent pas suffisamment de leurs médicaments, ils ont des petites visites. Ils n'ont pas juste des visites des représentants pharmaceutiques, ils ont des visites du Collège des médecins. Ça, je vous le dis parce que personnellement, je connais des médecins à qui c'est arrivé. Donc, quand ils ne prescrivent pas assez, parce qu'ils prennent du temps avec leurs patients, parce qu'ils sont au privé, de parler d'alimentation, de parler de gestion du stress et d'essayer d'équiper leurs patients pour gérer leur humeur, qui pratiquent les bons tests au niveau de valider le taux d'hormones et qui prescrivent moins de médicaments ou des alternatives aux injections, ils deviennent la proie du Collège des médecins. Ils passent leur vie de poursuite en poursuite jusqu'à temps de s'écœurer, de quitter le Québec, de partir en retraite anticipée, d'être en sabbatique. Alors, quand vous me demandez si je peux vous recommander un médecin au Québec, malheureusement, il n'y en a plus un seul. Plus un seul. J'avais une clinique dans Westmount pendant 13 ans, en collabo avec médecins, pharmaciens, infirmières. Je ne peux plus recommander un seul médecin au Québec en ce moment. C'est ça la réalité.
parce que la situation, elle est escalée. Les collèges de médecine, les universités sont complètement infiltrés par Big Pharma et on ne pratique plus du tout de médecine intelligente. Et les rares médecins qui veulent pratiquer une médecine intelligente, ben, ils payent de leur pratique, ils payent de leur argent de retraite qu'ils sont obligés d'investir à se défendre auprès du Collège des médecins. Il y a quelqu'un que j'essaie d'avoir en entrevue depuis 2 ans, mais justement parce qu'il est pris dans des débats légaux, il ne peut pas encore en parler publiquement, mais ça va venir. OK, donc, en termes de prescription en 2022, c'est un triste record, mais le Canada, comme je vous l'ai mentionné, est le 4e pays au monde où nous consommons le plus d'antidépresseurs. Encore une fois, ça ne nous intéresse pas de savoir pourquoi. On est les 4e, on continue à en prescrire. Ça ne nous intéresse pas de savoir si c'est vraiment relié avec la sérotonine ou qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre qui aurait peut-être moins d'effets secondaires et qui pourrait être plus intéressant. On prescrit. On sort le pad, puis on prescrit. Ça fait l'affaire de tout le monde parce que le patient part avec une prescription de chez son médecin. Si le médecin lui dit va prendre une marche de 20 minutes parce que l'activité physique pratiquée à raison de 20 minutes 5 fois par semaine a démontré être aussi efficace que des antidépresseurs pour la dépression légère à modérée, le client, patient va sortir de là en maudit parce qu'il va avoir l'impression que le médecin en est fait pour lui. Donc, le patient est content, le médecin a résolu un cas dans le peu de temps qu'il y avait pour le consulter. Son représentant pharmaceutique va être content. Évidemment, Big Pharma va être content. Ils vont continuer d'offrir des belles semaines de formation dans le Sud pour les médecins qui recommandent le plus leurs produits, puisque légalement, au Canada, c'est un peu plus touché de donner des ristournes, alors qu'aux États-Unis, ça se fait régulièrement, notamment pour les injections. Mais on leur offre des semaines de formation. Tous les moyens sont bons. Donc, la consommation d'antidépresseurs a connu une hausse phénoménale de 68 en 5 ans chez les jeunes filles de 17 ans et moins. 68. Et chez nos personnes âgées, celles qui sont encore en vie, évidemment, mais là, ils sont rendus à quoi cette injection? Ils devraient plus être en vie encore bien longtemps. Puis avec le suicide assisté, quand tu es rendu avec une vie misérable comme ça doit être un peu tentant quand même. 18,5 des personnes âgées, donc quasiment une personne âgée sur 5 en consomme. Personnes âgées qui sortent jamais dehors. Qui va les promener? Pensez-vous qu'on ne pourrait pas créer des belles jobs d'étudiants au Québec? D'abord, faire comme un seul centre de personnes âgées qui a décidé de mettre en place un projet pilote comme ça se fait en Europe, où on offre des logements à tarif réduit pour des jeunes qui veulent rester avec les personnes âgées et dédier un peu de leur temps aux personnes âgées, que ce soit pour les aider à maîtriser les nouvelles technologies, des langues, aujourd'hui avec eux autres, les désennuyer. On ne pourrait pas payer des jeunes pour aller promener les personnes âgées, les amener faire un peu de zoothérapie, qui est un petit peu d'amour dans leur vie, un petit peu de bonheur dans leur vie, s'exposer un peu à la vitamine D quand on s'expose tôt le matin, autour de 8 heures le matin, à la lumière du soleil, ça régule la production de mélatonine. Donc, ça favorise notre sommeil et ça fait qu'on en fait moins dans le jour, donc moins de dépression saisonnière. Les personnes âgées, grosse carence de vitamine B12. La vitamine B12 est associée aussi à la dépression. Donc, vitamine D, vitamine B12, le fait qu'ils ne font pas d'activité physique, le fait qu'ils s'ennuient à mourir, qu'ils n'ont plus de valorisation sociale. Mais comprenez-vous que si on met des solutions comme ça en place, 20 18,5 de prescription d'antidépresseurs chez nos personnes âgées, ça va dropper. Quelqu'un qui ne sera pas content. On a plus de 700 compagnies pharmaceutiques au Québec. C'est un secteur qui emploie plus de 20 000 personnes qui payent toutes des taxes au gouvernement. Big Pharma, c'est un des plus importants donateurs dans les lobbying, les campagnes des politiciens et compagnie. Il y a quelqu'un qui va chialer, sa population va mieux. Hein? Il y a des politiciens qui vont manquer d'argent. C'est nous autres qui met en place ces gens-là.
Alors, en termes d'augmentation, les Québécois n'ont jamais consommé autant de médicaments d'ordonnance qu'en 2022, révèlent les plus récentes données de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, si vous voulez voir mes chiffres, je vous donne les sources. RAMQ. Il s'agit d'une première hausse du nombre moyen de prescriptions chez les adultes après une dizaine d'années de stabilité. Comprenez-vous comment ça a fait du bien à Big Pharma, la pandémie? Vente de médicaments stables depuis 10 ans. Mais là, des hausses phénoménales depuis 2022. On n'a jamais consommé autant de médicaments au Québec. Ben oui, puis en plus, ils sont couverts. Pratique, hein? Ça, c'est une autre affaire. On couvre les médicaments, mais on ne couvre pas les vitamines. Quand vous venez voir une naturopathe comme moi, puis qu'on vous prescrit les meilleurs produits naturels, puis que vous avez 200$ et 300$ de prescription dans un mois, vous n'avez même pas un crédit d'impôt pour ça. Ben, si vous prenez les drogues de Big Pharma avec toute la panoplie d'effets secondaires, par exemple, ça, on les paye pour vous autres. Savez-vous que dans les hospitalisations de cause iatrogène, ça veut dire un médicament qui a causé une hospitalisation, c'est de 1 personne sur 3 à 1 personne sur 5 qui est à l'hôpital à cause des effets secondaires des médicaments. Là, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne d'autres médicaments. Puis quand leurs reins vont faillir parce qu'ils ne sont plus capables de gérer les médicaments, bien, on va faire de la dialyse. Après ça, on va y mettre sur une liste de transplants. C'est des médicaments à vie, ça. Hein? C'est comme les trans. C'est payant à ton goût, ça. Vous comprenez que quand vous mettez des gens sur des prescriptions, par exemple, de l'insuline pour le diabète parce qu'on consomme 100 livres de sucre par année, au lieu d'éduquer la population, au lieu de proposer des aliments à prix abordable qui soient santé, on le sait que les aliments qui sont de la scrap sont beaucoup moins chers que les aliments santé. Si on voulait réellement investir dans la santé de la population, c'est ça qu'on ferait. C'est ça qu'on ferait. On éduquerait nos jeunes à la santé, on aiderait les gens à démarrer des potagers, on aiderait à acheter des Tower Gardens, ça deviendrait déductible d'impôts, etc. On aiderait les gens à prendre leur santé en main, mais c'est pas ça qu'on fait. On subventionne les compagnies qui produisent la scrap puis qui produisent des médicaments puis des injections géniques expérimentales. Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. Toutes les émissions que je fais, j'en fais une par semaine depuis des années. Toutes les émissions que je fais, je vous montre les conflits d'intérêts. Je vous montre les dynamiques de pouvoir. Je vous montre pourquoi les gens en qui vous avez confiance, les gens en qui vous votez, les médecins que vous allez voir, les pharmaciens que vous allez voir, les émissions que vous écoutez sur les chaînes payantes, ces gens-là vivent de l'industrie pharmaceutique. Ce n'est pas une œuvre de bienfaisance, c'est une industrie avec des actionnaires. Ils ont besoin de faire des profits. Mais quand ils mettent quelqu'un sur le metformine pour gérer son insuline, avez-vous déjà vu quelqu'un débarquer de l'insuline? Avez-vous déjà vu quelqu'un débarquer de son médicament antihypertenseur? Et combien de fois vous voyez des gens débarquer de leurs antidépresseurs? Tu sais, tu peux avoir une situation dans ta vie où tout est allé mal pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, puis tu es rendu à bout. Tes surrénales sont épuisées. Une autre affaire que la médecine conventionnelle ne reconnaît pas, l'épuisement des surrénales, alors que c'est très réel. Ça peut arriver que tu as un moment difficile, puis que tu ne dors plus, puis que tu es vraiment à bout. Dieu merci qu'on peut te prescrire un médicament quelconque pour essayer de t'aider. Mais as-tu besoin d'être là-dessus pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Les hormones, les prémarins, là, comme on prescrivait à ma mère qui est morte du cancer, faites à base d'urine de jument enceinte. Les symptômes de ménopause, dans le pire des scénarios, ça dure 5 ans. J'ai 26 ans d'expérience clinique là-dedans. Si je vous dis que 1 an, c'est pas mal le top. Et dans le pire des scénarios répertoriés, 5 ans. Ma mère a pris des hormones pendant à peu près 20 ans. Le médecin, année après année, renouvelait sa prescription d'hormones. Prescription d'antidépresseurs. Pensez pas qu'à part de vous prescrire en plus de la psychothérapie, après 6 mois ou 1 an ou 2 ans ou 5 ans, le médecin pourrait dire, tu as vraiment besoin de ton antidépresseur. Prescrit. Ben, c'est nous autres, les naturopathes, les charlatans, par exemple.
Alors, quand on prescrit, par exemple, du metformine pour gérer le taux d'insuline de quelqu'un, si la personne n'est pas diabétique selon les normes établies, on ne pourra pas y prescrire. Malgré ça, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Si vous avez écouté mon live sur le mythe du cholestérol, sinon vous le retrouvez sur ma chaîne YouTube, je vous ai expliqué que les statines sont un autre arnaque, que 80% du cholestérol est produit par notre foie. Quand même, tu arrêteras de manger tous les gras animaux possibles et imaginables, puis que tu prendras des statines, moins tu vas donner de gras à ton corps, plus ton foie va en faire parce que le cholestérol, c'est absolument nécessaire. Il y en a dans chaque cellule, il y en a dans notre cerveau. On en a besoin pour faire nos hormones, estrogène, progestérone, testostérone. Sans gras, on est foutu. C'est pour ça qu'on a une augmentation phénoménale de la démence et de la maladie d'Alzheimer, notamment parce qu'on donne des statines à tout le monde. Les statines n'ont aucune efficacité, ça a été démontré, sauf chez quelques cas qui avaient eu des antécédents. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Dans n'importe quelle société normale, intelligente, on aurait dit c'est un des médicaments les plus vendus au monde. Il n'y a pas d'efficacité démontrée, ça ne réduit pas ni la mortalité, ni la morbidité. Même au contraire, il y a une corrélation inversement proportionnelle, ce qui veut dire que plus on donne de statine, plus on baisse le taux de cholestérol, plus il y a d'accidents cardiovasculaires, sauf chez une infime portion de la population qui avait déjà eu des antécédents. OK? Alors, n'importe quelle personne logique, intelligente aurait dit, OK, bon, on va arrêter de donner ça, ça ne fait pas le job. On a des cas sur des millions de personnes depuis plusieurs années. Puis non seulement ça ne fait pas le job, mais ça augmente le problème. On va arrêter ça. Puis en plus, ça donne de la démence, puis toutes sortes d'autres problèmes. On va arrêter ça. Mais non, eux autres, ça n'a pas été ça leur conclusion. La conclusion, c'est ah, ça doit être parce qu'on ne les donne pas assez vite. La personne, elle a eu le temps de détériorer, fait qu'on va élargir les critères de diagnostic pour en donner à plus de monde. Ça ne marche pas, on va en donner à plus de monde. Ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires, mais on va en donner à plus de monde. Comprenez-vous la logique pharmaceutique? Mais là, à un moment donné, là, tu frappes ton mur avec ça, si tu es obligé de donner ça juste à des gens qui sont diagnostiqués. Mais comprenez-vous qu'avec des cas comme des injections en prévention, on peut en donner à 92 de la population canadienne et à 70 de la population mondiale. En prévention, t'as coup que, hein, à pas prendre de chance. On sait maintenant que les gens qui ont été injectés, non seulement il y a des décès et un paquet de maladies associées à ça, mais par rapport à la même infection en C, ça augmente le risque de l'attraper. Hein? On les a dit depuis le début. Ben, charlatans, nous autres, hein, perdu nos carrières, perdu notre vie au Canada telle qu'on la connaissait. Des charlatans, nous autres. Mais on dit depuis le début ce qui allait arriver. Puis que ça allait causer aussi des maladies auto-immunes. Parce que quand tu comprends ta science, tu comprends ce qui allait arriver avec la technologie ARN messager, puis après ça, le graphène, les nanoparticules. Après ça, les nanoparticules, on en avait dans le produit à base de curcuma. Je comprends le mécanisme d'action. Quand j'ai vu les vaccins, je savais ce que ça allait faire. Mais, je suis une petite naturopathe, moi, je connais rien vers. Alors, évidemment, quand on ne peut plus élargir des critères diagnostiques, eh bien, on donne ça en prévention, pas de problème, on peut en donner à tout le monde, bébé, femme enceinte, etc. Hein? Merveilleux. Alors, on n'a jamais été si médicamenté que depuis 2022. Fait que, écoute, ça a été payant pas à peu près. Hein? On a donné des injections à 92 de la population, puis on les a bourrés de médicaments, puis le cannabis, puis l'alcool, puis ah ouais. Et c'est pas fini, les amis, parce que selon la revue Insight, qui est une étude des marchés du pharmaceutique, on nous dit que la taille du marché canadien des médicaments antidépresseurs a été évaluée à 1,31 milliard de dollars en 2022 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 6 5,9 à partir de 2022 à 2030 et atteindre 2,08 milliards de dollars en 2030. Donc, de 1,31 en 2022, on va doubler pour atteindre 2,8 en 20 ans. C'est drôle, hein, comment on leur voit partout, ce chiffre-là. Hein? Comment ça qu'ils savent, eux autres, qu'on va doubler la quantité d'antidépresseurs entre 2022 puis 2030? C'est comme quand ils nous disent la maladie X, hein, dont il était question au dernier forum, machin,
Oh, on ne sait pas c'est quelle, mais elle va être 20 plus létale. Pas 20 pardon, 20 fois plus létale que la maladie en C. On ne sait pas c'est quelle, mais 20 20 fois plus létale. Mais là, c'est la même affaire. On va doubler les ventes des médicaments antidépresseurs entre 2022 et 2030. C'est quoi qui va se passer? Pensez-vous qu'ils ont l'intention que ça aille mieux, notre affaire? Ils pensent qu'on va doubler les prescriptions d'antidépresseurs. Alors, je vais vous dire un peu ce que les médecins et les psychologues en pensent, parce que là, hein, évidemment, je vous donne la version de la naturopathe anthropologue que je suis. Je vais vous dire un petit peu ce que les autres en pensent. Alors, selon le docteur Pierre Martin, qui est président de l'Association des médecins omnipraticiens de la Mauricie, il dit que dans les années 60, la santé mentale représentait à peu près 20 des consultations, puis 80 c'était pour des problèmes de santé physique. Puis il dit que maintenant, on voit un certain renversement, donc c'est le contraire. 80 des gens qui consultent un médecin omnipraticien consultent pour un problème de santé mentale et 20 pour un problème de santé physique. Donc, quand un médecin généraliste remarque qu'on est rendu à 80 des consultations pour des problèmes de santé mentale, qu'on continue d'augmenter les ventes d'antidépresseurs, il me semble qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job. Hein? Il y a quelqu'un qui n'a pas connecté les petits tubes de Tétrix. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le narratif. Tu sais? Alors, c'est assez incroyable. Leur raisonnement aux médecins omnipraticiens, ils disent qu'ils n'ont pas le choix de prescrire, d'un, parce que les patients en veulent. Hein? Donc, c'est les patients qui disent au médecin ce que le médecin devrait lui prescrire. Ils disent que s'ils ne prescrivent pas d'antidépresseurs, ben, les gens vont plus s'automédicamenter. Fait que c'est pas nécessairement une bonne chose. Fait qu'en réalité, ils sont mieux de prescrire les antidépresseurs qui ne marchent pas, qu'on le sait qu'ils ne marchent pas, puis que c'est relié à la sérotonine, mais ça n'a jamais été démontré, mais on sait que ça ne marche pas, puis on n'a pas démontré, mais on est mieux de prescrire ça parce que sinon, les gens vont prendre du cannabis puis de l'alcool puis s'automédicamenter. Puis l'autre affaire, on dit, ben, en réalité, là, il y a une augmentation des ventes d'antidépresseurs qu'on donne en passant pour le syndrome prémenstruel, déséquilibre hormonal, comme je vous ai parlé, quand on n'est pas capable d'identifier parce qu'on ne prend pas les bons tests, on balance antidépresseurs à madame. Mais là, ce qu'ils nous disent, hein, regardez comment il y a tout le temps de la manipulation incroyable, c'est que les gens ne souffrent pas nécessairement de dépression. Savez-vous de quoi ils souffrent? D'état dépressif. Non, ce n'est pas vraiment de la dépression, c'est de l'état dépressif. Fait qu'on n'augmente pas le nombre de diagnostics de dépression parce que ça ne paraît pas bien politiquement. Là, on pourrait dire, ouais, mais regarde, il y a une corrélation avec la pandémie et les mesures. Fait que c'est pas à cause de la dépression qu'on prescrit plus d'antidépresseurs, c'est parce que les gens en veulent. Puis ça les évite de s'automédicamenter. Puis en réalité, c'est juste un état dépressif. Fait que on va leur donner un médicament qui va peut-être augmenter le risque de suicide, mais l'état dépressif. Selon la docteure Christine Gros, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, il a été prouvé que la psychothérapie, ça coûte moins cher que la médication. Pourtant, on a dit tantôt, il y a juste un enfant sur 5 qui reçoit l'aide dont il a besoin. La psychothérapie, ça coûte moins cher que la médication. Alors, comment ça se fait qu'on rembourse les antidépresseurs, mais qu'on ne rembourse pas la psychothérapie? On l'a dit tantôt, là. 900 millions que les gens dépensent chez le psychologue de leur poche. Ça serait-tu parce que la psychothérapie, ça n'engraisse pas Big Pharma? Ça serait-tu parce que on peut peut-être s'en sortir avec la psychothérapie au lieu de renouveler à chaque mois sans qu'il y ait jamais de progression? Au contraire, hein, plus votre corps s'habitue, plus vos enzymes du cytochrome P450 dans la première phase de détox du foie vont augmenter d'efficacité, plus vous allez être obligé d'augmenter votre dose avec le temps. Donc, vous n'en sortez pas là, si vous suivez le narratif officiel. Alors, on sait aussi qu'il y a des meilleurs résultats quand les gens font de la psychothérapie, quand ils prennent des antidépresseurs. Mais pourtant, les médecins ne font pas le suivi ni forcent pas les patients à aller consulter. Il y a une expérience qui avait été faite
par l'équipe de Tabloïd le 15 octobre 2019. Très intéressant, juste avant la pandémie. Et cette équipe avait démontré qu'en prenant des rendez-vous sur la plateforme Bonjour Santé, il avait réussi à accumuler 10 ordonnances. La même personne là, allait chez des médecins différents grâce à des rendez-vous sur Bonjour Santé. Elle a réussi à obtenir 10 ordonnances d'antidépresseurs en 5 jours. Aucun des 10 rendez-vous chez le médecin pour recevoir une prescription d'antidépresseurs, elle faisait juste s'inventer des symptômes de dépression, là. Et à partir de là, avec une prescription d'antidépresseurs, pas de compte rendu à venir faire dans un mois, dans une semaine, dans 3 mois, pas de suivi en parallèle en psychothérapie. Donc, aucune des rencontres a duré plus que 15 minutes. Ça veut dire que le médecin, là, il n'a pas demandé, as-tu une petite lampe de luminothérapie? Tu vas-tu faire tes marches à tous les jours? Tu prends assez de vitamine D? Tu as besoin d'un complexe B, de magnésium, peut-être? Rien de ça, là. Pas une a duré plus de 15 minutes. Et savez-vous quelle a été la moyenne de temps passé dans le bureau de ces 10 médecins pour obtenir la prescription d'antidépresseurs? Je pense que je vais aller voir. Dites-moi dans les commentaires combien de temps vous pensez qu'a été le temps moyen de consultation avec les médecins. Bon, j'en vois pas, c'est comme ça au premier commentaire. 2 minutes 45 secondes. 2 minutes 45 secondes, tu rentres chez un médecin, tu connais pas. Ouais, quelqu'un avait écrit 6 minutes. Ça avait déjà été 6 minutes. Il y a déjà des années, on avait parlé de 6 minutes. Dans cette expérience-là, 2 minutes 45 secondes. Pas une consultation qui a duré plus que 15 minutes. Tu arrives chez un médecin, tu ne connais pas, il ne t'envoie pas tester tes hormones, il n'essaie pas de voir si tu as des carences nutritives, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, es-tu juste en épuisement, épuisement professionnel, épuisement pandémique? Non. Prescription d'antidépresseurs. Sans aucun suivi. 2 minutes 45 secondes. Savez-vous combien ça me prend de temps faire une consultation initiale avec un patient? 1h30. Et préalablement, le patient remplit un questionnaire de 17 pages. Et lui, en 2 minutes 45, il est capable de déterminer qu'une personne souffre de dépression. Pensez-vous qu'il a passé un test pour son taux de sérotonine? C'est clair que non. Savez-vous pourquoi je le sais? Parce que ça ne se teste pas au niveau sanguin, la sérotonine. Donc, le médecin qui vient de vous faire un diagnostic de santé mentale, il vient de le faire sur la base de ce que vous lui avez dit. Les journalistes se sont inventés des symptômes et ils ont été diagnostiqués avec un trouble de santé mentale. Mais moi, avec mon heure et demie de consultation, mon questionnaire de 17 pages et mes 26 ans de pratique clinique, je n'ai même pas le droit d'utiliser le mot diagnostic. On est des charlatans, les médecins. 2 minutes 45 minutes. 2 minutes 45 secondes. Alors, on va parler de l'efficacité maintenant des fameux antidépresseurs. Vous avez vu là, pourquoi on les prescrit et qu'on va augmenter, on va doubler les ventes d'ici 2030. Le Prozac, vous vous rappelez de ça, le Prozac, hein, quand on était plus jeune, c'était l'Effexor de l'époque. C'était comme l'antidépresseur duquel on entendait le plus parler. C'est comme quand on parle du Viagra, c'était comme on utilisait le terme Prozac comme générique pour parler des médicaments antidépresseurs. Le Prozac était utilisé par 40 millions de personnes dans le monde. 40 millions de personnes. Imaginez que c'était 1 pièce la pilule. 40 millions par jour, juste pour ce médicament-là. C'est sûr qu'il n'est pas une pièce. Là. Alors déjà, en 2008, il y avait un article qui avait été publié dans le Guardian sur la base d'une étude qui avait été faite à l'Université de Hull par des chercheurs canadiens. C'est quand même intéressant. Cherchez ça, 25 février 2008 de Guardian, étude sur le Prozac. C'est Prozac utilisé par 40 millions de personnes ne fonctionne pas, de dire les scientifiques. Alors, l'analyse d'essais invisibles. C'est quoi un essai invisible? C'est quand les compagnies mandatent des études, mais que les résultats ne vont pas dans le sens qu'ils veulent. Ces études-là ne sont pas publiées. Comprenez-vous qu'à l'époque, quand moi j'ai commencé ma carrière, on avait beaucoup d'études qui étaient produites par les universités, qui étaient produites
par des chercheurs plus ou moins indépendants. Mais maintenant, les études sont fournies par l'industrie. Comme là, pour approuver les injections géniques expérimentales, on leur donnait un statut d'approbation d'urgence, c'était différent. Mais c'était des études qui avaient été financées par Pfizer elle-même, par Moderna elle-même. C'est eux qui font l'étude sur leurs propres produits. Donc, c'est eux qui choisissent le groupe. Rappelez-vous, tantôt, je vous ai dit, on peut choisir notre groupe en fonction des résultats qu'on veut obtenir. Et si les résultats ne s'en vont pas dans le sens de ce qu'on veut, on scrape l'étude, puis on en recommence un autre, on choisit un autre groupe, on voit où il y a eu des débandades et on y va. Ils ne sont même pas tenus de les fournir, ces études-là. Ils devraient être obligés de toutes les fournir. Quand tu approuves un médicament, tu devrais pouvoir voir où il y a eu des ratés. Mais c'est eux autres qui fournissent les études. Ils ne les mentionnent même pas. Donc, c'est ça des études invisibles. Alors, l'analyse des seins visibles et d'autres données conclut que le Prozac et les autres médicaments de la même famille, donc les inhibiteurs de captage de la sérotonine, ne sont pas plus efficaces que le placebo. Donc, ça, c'est le standard. Il faut que ton médicament, évidemment, soit plus efficace que le placebo, sinon, il n'est pas considéré efficace. Alors, depuis 2008, on sait que les inhibiteurs de captage du recaptage de la sérotonine sont inefficaces, qui ne sont pas plus efficaces que le placebo. Depuis 2008, ça n'a pas empêché les ventes de monter en flèche. Hein? On le sait depuis 2008. Mais là, il y a une grosse méta-analyse qui a beaucoup dérangé, qui a été publiée dans Molecular Psychiatry en 2022. Le titre en anglais, c'est The Serotonin Theory of Depression, a Systematic Umbrella Review of the Evidence. Donc, la théorie de la sérotonine et de la dépression, une étude parapluie systématique des différentes preuves. Et je vais vous lire carrément mot pour mot la traduction des résultats que cette étude publiée dans Molecular Psychiatry en 2022 nous révèle. Alors, aucun examen systémique des études d'épuisement du tryptophane, vous rappelez que c'est le précurseur de la sérotonine, n'a été effectué depuis 2007. Donc, depuis 2007, là, on a vu que le problème, c'est pas qu'il manque de tryptophane, parce que le tryptophane est plus facile à mesurer que la sérotonine, mais logiquement, si tu manques de tryptophane, tu vas manquer de sérotonine, c'est son précurseur. Donc, depuis 2007, on n'a même pas regardé la théorie sur laquelle repose l'utilisation des antidépresseurs, qui est la carence en sérotonine. C'est fondé. Donc, depuis 2007, en 2024, on n'a même pas checké. Mais en 2008, il y a un chercheur canadien qui l'a dit, hey, le Prozac, ça ne marche pas mieux que le placebo, ni les médicaments de la même classe. Et là, je l'ai dit, les 5 plus vendus sont de la même classe. Donc, on sait, là, il ne marche pas. Alors, on n'a pas testé la théorie depuis 2007. Et là, la grosse méta-analyse nous dit les 2 études les plus importantes et de la plus haute qualité du gène SERT, donc qui agit sur la sérotonine, une étude d'association génétique effectuée sur 115 257 sujets et une méta-analyse, donc une étude d'études qui comportait 43 165 patients. Donc, on parle là en tout de quoi? De quasiment 116 000 patients ou sujets, n'ont révélé aucune preuve d'une association avec la dépression ou d'une interaction entre le génotype, le stress et la dépression. Les principaux domaines de la recherche sur la sérotonine ne fournissent aucune preuve cohérente de l'existence d'une association entre la sérotonine et la dépression et aucun soutien à l'hypothèse que la dépression est causée par une diminution de l'activité ou des concentrations de sérotonine. Je vous redonne le titre de l'étude. The Serotonin Theory of Depression, a Systematic Umbrella Review of the Evidence, publié en Molecular Psychiatry en 2022. Il semble que c'était juin. Donc, c'est eux autres qui l'ont conclu, là. Ils ont fait une étude d'études, puis ils ont même regardé la génétique. Ils disent, ben malheureusement, là, la théorie de la carence en sérotonine pour la dépression, elle ne tient pas la route.
Fait que là, on comprend pourquoi que déjà en 2008, un chercheur canadien avait dit « Ouais, mais là, ne marche pas votre Prozac, c'est pas plus efficace que le placebo. » Et la dernière ligne de la conclusion de cette étude, certaines preuves étaient compatibles avec la possibilité que l'utilisation d'antidépresseurs à long terme réduit la concentration de sérotonine. Alors, un peu comme c'est le cas avec les statines qui augmentent les événements cardiovasculaires, ben, quand on donne les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine, ça se pourrait même que ça diminue la production de sérotonine. Ben oui, c'est normal. Parce que dans le corps, il y a ce qu'on appelle des rétroactions négatives. Quand le taux de certaines hormones chute, il y a un message qui s'en va au cerveau pour dire qu'il faut en fabriquer plus, ça l'a chuté. Donc, évidemment, si vous maintenez artificiellement la sérotonine usée en place avec un médicament, le retour qui dit au cerveau d'en fabriquer, il ne se fera pas. Donc, le corps va ralentir sa production normale de sérotonine. L'autre chose qui est complètement biaisée, quand même qu'on admettrait que la théorie de la sérotonine fonctionne, mettons que ça serait vrai. L'idée, c'est de maintenir la sérotonine en place. Mais on ne teste même pas si la personne en a assez de sérotonine, parce que le problème, il part de là. La sérotonine, on l'a dit, c'est fabriqué à partir des protéines. Un acide aminé contenu dans les protéines, le tryptophane, converti en sérotonine, éventuellement au besoin en mélatonine. Qu'est-ce qui arrive si la personne ne mange pas assez de protéines? Je fais faire des bilans alimentaires à mes patients depuis 26 ans. La grande majorité des femmes ne consomment pas plus du 2/3 des protéines dont elles ont besoin. On a besoin d'1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. Techniquement, c'est 0,8 grammes, là, mais pour faire simple, 1 gramme. Ça veut dire que tu pèses 80 kilos, tu as besoin de 80 grammes de protéines dans ton alimentation. Quand je fais un bilan alimentaire, les femmes en consomment à peu près 45. Alors, si tu n'as pas assez de protéines dans ton alimentation, ça va affecter tes os, tes minéraux se déposent sur une trame de protéines, la qualité de ta peau, tes cheveux, ton sommeil, parce que la mélatonine est faite à partir des protéines, ton immunité, toutes les immunoglobulines, tes hormones, le transporteur d'hormones, sex hormone binding globulin, c'est une protéine, ça aussi. Alors, la plupart des gens, mais particulièrement des femmes, parce que c'est ma clientèle, c'est ce que je connais mieux, ne consomment pas suffisamment de protéines. Tu ne manges pas assez de protéines, tu ne peux pas avoir assez de sérotonine. Alors, tu vas recapter quoi si tu n'en as pas assez de sérotonine? Le taux de sérotonine, on ne peut pas le tester dans le sang. Il y a des tests urinaires qu'on peut faire pour voir les résidus de sérotonine. Donc, évidemment, si tu n'as pas assez de résidus, c'est parce que tu n'en as pas assez dans le corps. Mais ils ont pris pour acquis que le problème, c'était la sérotonine, mais ça n'avait jamais été démontré. Et on ne teste même pas pour voir si c'est ça le problème. Tu sais, avant de te prescrire d'habitude du fer, le médecin, il teste si tu as une carence en fer. Mais nous, on ne teste pas si tu as une carence en sérotonine. 2,45 minutes, on te prescrit les antidépresseurs. Puis là, en plus, on découvre que, regardons ça, il n'y a même pas de lien entre la sérotonine et la dépression. Fait qu'on n'a même pas besoin de la tester. Hein? Alors, il n'y a peut-être pas assez de protéines dans l'alimentation. Après ça, pour digérer des protéines, savez-vous ce que ça prend de l'acide chlorhydrique? Il y a 2 choses principales qui bloquent la production d'acide chlorhydrique. Premièrement, le stress, parce que comme je vous le dis souvent, quand on est en état de lutte ou de fuite, c'est pas le temps de digérer le Big Mac. Donc, le corps va envoyer vos ressources vers vos extrémités pour lutter ou fuir le mammouth et va bloquer votre digestion. Donc, pas de production d'acide chlorhydrique. Donc, quand on est stressé, on ne peut plus digérer nos protéines, on n'est plus capable de faire de la sérotonine ni de GABA qui vont avoir un effet calmant. La première chose à faire, c'est des gestions de stress. Deuxième chose qui inhibe l'absorption de vos protéines, les inhibiteurs d'acide ou les inhibiteurs de pompe à protons comme Zantac, Tagamet et compagnie. Donc, les médicaments antiacides, en réalité, vous avez un problème de reflux parce que votre foie est engorgé, parce que vous manquez de complexe B, puis parce que vous n'avez pas d'acide, parce que vous êtes stressé. Et en plus de ça, le médecin vous prescrit des médicaments antiacides. Encore une fois, il n'a pas évalué avec un test si vous manquez réellement d'acide. Il y a un petit test bien simple que vous pouvez faire.
Vous mettez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme dans de l'eau chaude. Vous le prenez après souper. Si vous avez réellement un excès d'acide, ça va chauffer. Si ça vous aide à digérer, c'est que vous étiez en manque d'acide. Petit test maison. Mais tu sais, ils ne testent pas rien. Je ne vous dis pas de prendre une cuillère à soupe de vinaigre ou de tester avec des enzymes qui contiennent chlorhydrate de bécane, prendre un complexe B, dégorger votre foie, pas faire des mauvaises associations alimentaires. Médicaments antiacides. Et là, avec votre médicament antiacide, vous ne pouvez pas absorber vos protéines. Vous ne pouvez pas faire de sérotonine. Vous ne pouvez pas non plus faire de mélatonine pour dormir. Mais ce n'est pas grave, on va vous prescrire un antidépresseur et un somnifère pour être sûr que vous allez dormir. Puis là, ben, si le lendemain, vous n'avez pas eu le temps de métaboliser tout ça, puis vous manquez de concentration, d'énergie, c'est pas grave. On va vous prescrire du Concerta. Alors là, vous avez 3 médicaments. Tout ça, c'est parti parce qu'on vous avait prescrit un médicament pour bloquer l'acide. Savez-vous ce qu'on donne aussi avec les médicaments pour bloquer l'acide? Du calcium. Le deuxième médicament le plus vendu, là, parce que c'est considéré comme un médicament, je vais checker la liste tantôt. Deuxième, calcium. Caltrate. Savez-vous c'est quoi du caltrate? Carbonate de calcium. Savez-vous c'est quoi? C'est de la craie. Donc, les grosses tablettes, là, le caltrate, là, tu sais, les petits pots en dessous, là, c'est de la craie en comprimé. Fait qu'il vous prescrit de la craie, mais vu que c'est un bon médecin, il va vous dire prends 10 000 unités par semaine de vitamine D. L'Institut de médecine dit que c'est 5 000 par jour. Non, Santé Canada, 10 000. Je ne vous ai pas dit ça. Ce n'est pas la naturopathe qui vous a dit ça. Vous avez trouvé l'information sur le site de l'Institut de médecine, Institute of Medicine aux États-Unis. Alors, parce que vous avez un bon médecin, il vous prescrit de la craie avec un inhibiteur d'acide pour que vous ne soyez pas capable d'absorber votre craie. Mais pour essayer que vous l'absorbez un peu mieux, pour ne pas avoir de tendinite, puis de bursite, puis d'épines de Renoir dans les talons, puis de bec de perroquet après vos petites vertèbres, où est-ce que le calcium s'est déposé, la craie, il va vous dire prends ton 10 000 unités de vitamine D par semaine. What a fucking joke. Mais c'est nous autres. Et je t'en attends. OK. Donc, je pense que là, vous avez bien compris que ça n'a aucunement été démontré que le problème, c'est la sérotonine. On donne des médicaments qui recaptent la sérotonine. On n'a même pas testé s'il y avait de la sérotonine. La plupart des gens manquent de protéines. L'autre affaire que les gens manquent, complexe B puis magnésium. Encore là, parce que, sauf pour la B12 et l'acide folique, on ne teste pas les B au niveau sanguin. Le magnésium non plus, on ne peut pas le tester au niveau sanguin. 98,5 est dans les os, les dents. Donc, c'est minimal ce que vous avez au niveau sanguin. Ça prend des tests fonctionnels spécialisés pour tester ça. Ce n'est pas fait en médecine au Québec. Donc, le médecin n'identifie pas vos carences en vitamines et en minéraux. Moi, je le fais. Mais par expérience, je sais que tous les Québécois sont carencés en magnésium en raison notamment de l'épuisement des sols et des pluies acides. Et les vitamines B, en plus d'en manquer dans notre alimentation, parce que surtout avec la mode de la diète, c'est tout, on réduit les glucides. Mais on a des polymorphismes, on a des petites variations génétiques qu'on peut aussi tester dans des tests personnels privés qui font qu'on ne convertit pas bien nos B. Donc, pratiquement tout le monde que je teste a des problèmes avec vitamine B, magnésium. Vous bénéficiez de mes années d'expérience, tu sautes le test, tu prends du complexe B, magnésium, tu ne peux pas t'intoxiquer ni avec un ni avec l'autre. Les vitamines B sont hydrosolubles, tu vas les pisser à la fin de la journée, puis ton magnésium, si tu en prends trop, tu vas avoir une salmonelle. Donc, il n'y a pas d'interaction, vous pouvez en prendre. Donc, même si vous n'avez pas fait de test, vous pouvez prendre du complexe B et du magnésium. Pourquoi ils sont tellement importants? Le magnésium est impliqué dans 300 réactions, je ne les nommerai pas toutes ce soir. Mais au niveau de la dépression, je vous ai dit qu'on fait la sérotonine à partir des protéines de l'acide aminé qui s'appelle tryptophane pour convertir le tryptophane en 5-hydroxytryptophane et en sérotonine. Les enzymes qui font le travail ont besoin de cofacteurs enzymatiques qui sont des clés qui viennent activer dans un mécanisme clé-serrure. Et les cofacteurs enzymatiques pour la production de la sérotonine sont le magnésium et particulièrement la B6, mais les autres B sont impliqués aussi.
Donc, les B, de toute façon, il faut les travailler en complexe. Donc, vous prenez un complexe B, vous prenez du magnésium, vous vous assurez d'avoir suffisamment de protéines dans votre alimentation. Au besoin, vous rajoutez des protéines végétales ou animales, comme vous le sentez, mais il faut avoir 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. Alors, avant de sauter ces prescriptions d'antidépresseurs, commencez par couvrir vos bases. Je vous ai parlé de la marche, 20 minutes, 5 fois par semaine. Le journal de gratitude, j'en ai parlé aussi quand je vous ai parlé du défi 21 jours de gratitude. Les antidépresseurs, en plus d'engraisser Big Pharma puis d'être inutiles pour les raisons que je vous ai expliquées, augmentent le risque de suicide. Certaines preuves suggèrent que les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine peuvent provoquer une aggravation des idées suicidaires chez les patients vulnérables. Et une autre étude qui a donné lieu à la mise à jour sur les étiquettes produites par la FDA en 2007 spécifie que le risque de suicide est plus élevé chez les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans. Les enfants de moins de 18 ans sont également à risque et qui, on a dit, qu'il y avait la plus forte augmentation de la prise des antidépresseurs. On a parlé de nos jeunes. Je vous ai dit qu'il y avait une augmentation jusqu'à 72 dans le Grand Nord de la prise d'antidépresseurs chez nos jeunes et de 52-53 dans d'autres régions du Québec. Mais il y a des risques de suicide. Il y a toutes sortes d'accidents aussi dans les shooters d'école et tout ça aux États-Unis qui ont été associés à la prise d'antidépresseurs, au retrait d'antidépresseurs et compagnie. Et ça, c'est un des effets secondaires. Alors, parmi les moyens naturels, je vous en ai nommé quelques-uns ce soir. Vous savez que la semaine dernière, je vous ai parlé dans le live de mes 3 suppléments préférés pour le stress. C'était aussi le complexe B, le magnésium et l'ashwagandha. J'ai un webinaire gratuit pour les membres sur la théanine qui va être en reprise mardi 19h. Donc, allez vous inscrire avec le code que vous avez reçu dans l'infolette. C'est le même que celui du 31 janvier. C'est qu'il y a eu un manquement au niveau de l'enregistrement, donc je suis obligée de le reprendre. Alors, aussi bien le reprendre devant le public. Donc, mardi soir, 19h, je vais vous parler de la théanine, qui est un excellent supplément aussi pour l'humeur et le système nerveux. Ça valait 1 heure à lui seul, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans l'émission avec complexe B, magnésium et GANDA, ashwagandha. Et le 10 février, samedi prochain, donc dans moins d'une semaine, j'ai un masterclass sur le système nerveux où on va passer en revue tout ce qu'on doit faire pour notre système nerveux, alimentation, mode de vie, les écrans, les suppléments, les produits homéopathiques, les huiles essentielles et évidemment, je vais vous donner en atelier 2 techniques, la technique de libération émotionnelle ou Emotional Freedom Technique et la cohérence cardiaque. Et à la fin, on va travailler tout le monde ensemble. Je vais ouvrir les caméras et vous allez pouvoir échanger avec moi. Donc, c'est une journée pleine de 9h à 16h samedi prochain. Et vous avez, comme d'habitude, les enregistrements et les documents qui vont être disponibles. Si vous n'êtes pas disponible samedi, si vous ne pouvez pas faire la journée au complet. Donc, c'est vraiment un cadeau à se faire ou à offrir pour les gens autour de vous. On l'a dit au début de l'émission, tout le monde est touché par la santé mentale, que ce soit directement ou les gens autour de nous. 1 personne sur 5 a été diagnostiquée ou va être diagnostiquée avec un trouble de santé mentale. On a dit qu'au-delà de 40 ans, 1 personne sur 2 a vécu ou vit avec un problème de santé mentale. Et savez-vous, j'ai combien d'inscriptions pour ce super masterclass où on va être ensemble de 9h à 16h au coût de 60 $ plus taxes? J'ai 8 personnes d'inscrites. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on ait des milliards en vente d'antidépresseurs sur une théorie qui ne tient pas la route, sur un médicament qui ne fonctionne pas et qui a comme effet secondaire potentiel le suicide, la prise de poids, etc., que moi, avec un programme qui vise réellement à améliorer votre santé, j'ai 8 inscriptions. Alors, on parle toujours de souveraineté, on parle de notre autonomie en santé, de notre autonomie comme société québécoise, comme peuple québécois. Bien, ça commence par la santé de notre système nerveux.
ça commence par être capable de gérer le stress. Ça commence par être des piliers solides sur lesquels on va pouvoir construire le nouveau monde. À tous les jours, j'ai des gens qui me partagent leur état de détresse. J'en suis à un point où je suis obligée de prendre des journées de congé parce que je reçois trop de messages que je n'arrive plus à gérer. Et j'ai 8 inscriptions à un programme où je mets mes 26 ans d'expérience clinique à votre disposition. Comme d'habitude, mes documents sont pleinement référencés. Alors, je vous invite à prendre soin de votre santé mentale, gang. C'est pas fini. On a encore des mois d'hiver devant nous. Oui, il y a de la lumière au bout du tunnel avec les manifs qu'on cache dans les médias mainstream, mais qui ont vraiment lieu pour vrai en France, qui ont vraiment lieu pour vrai en Allemagne, qui ont vraiment lieu aux Pays-Bas, qui commencent à s'installer vers le Texas. Ça soulève tranquillement. Je vous en ai parlé quand je vous ai parlé des astres, que dans les prochains mois, on va voir des choses survenir parce que on est, du point de vue astronomique, dans un moment comme on était lors de la Révolution de 1789, la Révolution française. On est avec Pluton en Verseau, qui est vraiment un moment où les vieilles structures, les vieux schémas de pensée, les masques vont tomber de plus en plus. Donc, des arnaques comme l'arnaque des antidépresseurs, j'ai pas fini de vous en parler, je vais juste commencer. Et plus ils vont continuer d'essayer de me censurer, d'essayer de me faire peur, plus je vais trouver des tribunes et plus je vais vous parler. Alors, merci d'avoir été là, tout le monde. On avait un bon turn-out. Je suis contente. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous demande de tout mon cœur, partagez l'information. Quand vous likez, quand vous commentez sur nos lives, ça aide au niveau des algorithmes à ce qu'il y ait plus de vues de ce qu'on fait. Vous savez que je fais mon travail complètement bénévolement. Je dépends de vos dons pour vivre, de vos inscriptions à mes cours, de vos consultations. Je le fais parce que je veux pouvoir le faire sans censure, je veux pouvoir le faire avec ma liberté d'expression, mon intégrité scientifique. C'est ça qui est le plus important pour moi et c'est de rejoindre les bonnes personnes. Si jamais vous voulez faire le masterclass samedi prochain, mais vous avez un problème financier, vous n'êtes pas capable de payer maintenant ou vous n'êtes pas capable de payer le montant, s'il vous plaît, contactez-moi en privé. Si je peux faire quelque chose pour vous aider, je vais trouver le moyen de le faire. Partagez mon live, s'il vous plaît. Vous ne savez pas à qui ça peut faire du bien. Vous ne savez pas quel impact ça peut avoir dans la vie de quelqu'un, que la personne ait été faire sa marche, pris sa vitamine D, son complexe D, son magnésium, augmenter ses protéines. S'il vous plaît, faites votre part. Soyez en santé tout le monde. On se retrouve lundi soir pour l'actualité en santé. Merci encore d'être là et merci de partager. Mouah.